Tadej Pogačar, depuis le début de sa carrière, il n'avait pas eu de vrai coup d'arrêt. Et là, finalement, bon, la grande image de cette saison 2022, c'est la bataille au pied du Galibier, où Pogačar doit faire face et à Vingegaard et à Roglic. Et on se rend compte que dans le Granon, il craque et il peut pas faire face à tout le monde tout seul. Exactement, il peut pas répondre à toutes les attaques parce qu'en fin de compte, voilà, il était peut-être un peu moins bien que les années précédentes aussi, mais en fait, il a voulu faire tout seul. En fait, il voulait faire exploser le peloton, rattraper ceux qui l'attaquaient, réattaquer derrière. Enfin, à un moment donné, en fait, c'était être surhumain. Mais là, au Tour de France, oui, on se demandait est-ce qu'il allait réussir encore une fois ce tour-là, mais en fin de compte, non, on voyait vraiment que Pogačar a craqué et il a quand même bien craqué. Patrice Julien, allez mon Juju, il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. Let's go. La Grande Presse 2023 par Vélo Podcast, c'est bientôt la fin, l'avant-dernière présentation avec aujourd'hui la team UAE Emirates et avec moi François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Et contrairement au soleil des Émirats Arabes Unis, moi je suis sous la neige suisse pour te dire. Ouais, et sous la grisaille du sud-ouest, moi tu vois, donc on est à peu près dans les mêmes sphères, pas forcément les sphères des Émirats. On est François-Pierre là dans, allez, on parlait de dernière ligne droite les jours précédents, là on est dans ça y est, dans le sprint final, on est aux 150 mètres, on va lâcher le sprinter pour la fin, quoi. Exactement, bon là on est sur les grosses écuries, hein, celles qui veulent remporter le Tour de France, hein, même tous les grands tours en général, c'est toutes les classiques, toutes les, vraiment toutes les courses qui sont surarmées, et là on parle vraiment d'une équipe qui est clairement surarmée en 2023, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais, la UAE Team qui donc a terminé deuxième bilan sur la saison 2022, quatrième bilan sur la période 2020-2022 qui permet d'avoir une vision d'ensemble sur les 3 dernières saisons. C'est ce qui définissait un petit peu les accessions au World Tour. L'UAE Team était à des années-lumière de ça, mais c'est intéressant aussi de voir ce qui a pu être fait les années précédentes. 2022, François-Pierre, pour la team UAE, c'est 48 victoires au total, la meilleure saison de son histoire, 18 victoires en World Tour, mais seulement 2 classements généraux en World Tour, Tirreno Adriatico et l'UAE Tour, avec Tadej Pogačar qui, avec 16 victoires l'année dernière, eh bien, a conservé un peu son rôle, sa place de numéro 1 mondial pour la 2e saison de suite. Tadej Pogačar, c'est un coureur ultra complet. FP, il est à la lutte avec un Wout van Aert pour être le meilleur coureur du monde. Toi, c'est qui pour toi le meilleur entre les deux? Ah, c'est compliqué à dire, mais Pogačar me semble toujours au-dessus parce qu'il est tellement complet, il est impressionnant, il est imprévisible. Eddy Merckx, vraiment, il en parle comme si c'était un peu son successeur. Tu vois, les Belges aiment beaucoup dire c'est Remco Evenepoel, et à chaque fois, il répète, mais oui, mais regardez ce que fait Pogačar. Et je suis assez d'accord là-dessus parce que Pogačar, vraiment, on a l'impression qu'il est tout terrain. Et vraiment, l'année 2022, pour lui, il y a un regret énorme, c'est ce Tour de France, parce qu'il était tout seul, en fin de compte. Il était tellement animal, il nous a tellement bluffé pendant 2 ans avant, qu'on s'était dit, ouais, ben, en fait, il pourrait marcher tout seul. En fin de compte, lui aussi a besoin d'équipiers, lui aussi a des coups de moins bien. Et c'est la première fois, on a vu un Pogačar humain en 2022, ce qui offre un côté un peu rassurant pour le cyclisme, quand même. Ouais, parce que Tadej Pogačar, depuis le début de sa carrière, il n'avait pas eu de vrai coup d'arrêt. Et là, finalement, bon, la grande image de cette saison 2022, c'est la bataille au pied du Galibier, où Pogačar doit faire face et à Vingegaard et à Roglic. Et on se rend compte après coup, dans le Granon, après avoir été usé par les 2 Jumbo dans le Galibier, que dans le Granon, il craque et il peut pas faire face à tout le monde tout seul. Exactement, il peut pas répondre à toutes les attaques parce qu'en fin de compte, voilà, il était peut-être un peu moins bien que les années précédentes aussi, mais en fait, il a voulu faire tout seul. En fait, il voulait faire exploser le peloton, rattraper ceux qui l'attaquaient, réattaquer derrière. Enfin, à un moment donné, en fait, c'était être surhumain. Déjà, ce qu'il faisait, c'était impressionnant, assez bluffant, parfois intriguant. Mais là, au Tour de France, oui, on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait réussir encore une fois ce tour-là? Mais en fin de compte, non, on voyait vraiment que Pogačar a craqué, et il a quand même bien craqué. En fin de compte, il y a 2 étapes où on sent un Pogačar tellement humain. Quand on voit Chouchou Gaudu lui passer devant, moi je me suis dit, incroyable quoi. Oui, parce qu'il y a aussi l'étape, alors je pense notamment à l'étape vers Hautacam, où là c'était un essorage en règle par les Jumbo à 2. C'était pas cette fois-ci Roglic qui avait abandonné, mais c'était Wout van Aert qui a aussi prouvé qu'il savait très bien grimper, qu'il savait bien résister dans les étapes de montagne. Et c'est Wout van Aert aussi qui a fait craquer Tadej Pogačar.
Ce sont les 2 étapes où Pogačar a vraiment craqué. Je le disais, c'est le premier arrêt, c'est le premier stop de sa carrière. Tu penses que ça va le titiller pour 2023? Il va être encore plus affamé? Encore plus affamé, oui, parce qu'il a déjà annoncé la couleur. Il veut récupérer le Tour de France, mais t'as oublié une chose aussi, le Tour des Flandres. Rappelons aussi le Tour des Flandres qu'il a fait. Il était aussi assez impressionnant. Au final, il finit 4e, la place un peu du con, on peut dire, entre guillemets, mais il avait fait une course formidable. Il méritait tellement un podium et la victoire ce jour-là que le fait qu'il finisse 4e, c'est hyper frustrant pour lui. Et je pense que 2023, on peut mettre le mot revanche à côté du nom de Pogačar, oui. Alors quand je te parle de coureur le plus complet entre Van Aert et Pogačar, on voit que Pogačar remporte un Tour de France, fait pratiquement podium sur le Tour des Flandres, une grosse pointe de vitesse, c'est très bien roulé. Pogačar sur les championnats du monde du chrono, il termine 6e en Australie en septembre dernier. Quand je te demande s'il est plus complet que Van Aert, toi, rien que ça te force à te dire, ouais, peut-être que Pogačar, il est peut-être un poil plus complet que Van Aert? J'attends que Van Aert remporte un Giro, 2 Tours de France, voilà, j'attends qu'il monte sur les grands tours. Dans ce cas-là, si tu me parles de coureur complet. Après, dans la morphologie, dans la puissance qu'il dégage, oui, pour moi, sur une étape du Tour de France en montagne, Van Aert, s'il est bien préparé, il peut tenir tête à Pogačar, on l'a vu d'ailleurs, mais Pogačar, par rapport à ses résultats, a plus confirmé qu'il est un coureur complet que Van Aert, non? Je pense aussi, je suis d'accord avec toi. Et Tadej Pogačar, oui, il peut briller lui sur tous les terrains. Et finalement, là où il nous a le plus surpris, c'est sur les pavés. On l'attendait, là c'est un petit test sur les pavés et franchement FP il nous a bluffé sur le Tour des Flandres. Ah oui, sur le Tour des Flandres c'était assez incroyable, franchement c'était le plus fort, enfin on peut pas, c'est lui qui fait exploser à chaque fois le peloton, c'est lui qui à chaque fois qui est dans les coups, il roule avec Van Der Poel, enfin il cherche pas en fait, lui il roule, il veut aller le plus vite possible à l'arrivée en fait, enfin vraiment tu sens que c'est vraiment le gars est en mission à chaque course qu'il participe, et là bon il y avait un Van Der Poel, un Van Baarle qui était vraiment très très fort, un Madouas hyper courageux qui passe devant lui sur le sprint, mais voilà, en fin de compte sur ce Tour des Flandres on retient quand même un Pogačar monstrueux malgré tout. Ouais, Tadej Pogačar qui sera revanchard pour 2023 comme on le disait. On parlera un peu plus tard des recrues de la UAE parce qu'on se rend compte que Pogačar il a peut-être demandé à son équipe plus de renforts pour maîtriser un petit peu plus l'armada qui est la Jumbo notamment. On verra ça un peu plus tard. Il y a une recrue qui a marché en 2022 à la UAE Team qui a été recrutée l'hiver dernier. Bon, je pense forcément au Portugais João Almeida qui alors n'a pas terminé le Giro, il avait abandonné lors de la 18e étape du Giro alors qu'il était 4e du général. Il fait 5e de la Vuelta derrière en seconde partie de saison. C'était João overrated ou je sais pas quoi. Almeida sur les réseaux sociaux lorsqu'il était à la Deceuninck Quick-Step il avait explosé. Là il a confirmé tous les espoirs qu'on place en lui. Oui, il confirme que c'est un coureur qu'il faut surveiller quand on est au départ d'un grand tour. Effectivement, le Giro laissera des regrets. Voilà, il était 4e et il abandonne à la 18e étape. Mais il fait une saison plus que cohérente. Il est 8e de Paris-Nice, il est 5e de l'UAE Tour. À chaque fois qu'il participe à un tour d'une semaine, il est dans le top 10 ou top 5 en général. Donc oui, c'est très très sérieux. Il a que 24 ans aussi. C'était très bon chrono. Beaucoup moins complet que Pogačar, on en a parlé juste avant. Mais effectivement, comme deuxième cartouche pour l'équipe UAE, c'est super intéressant. Après Almeida, on a l'impression qu'il est à son maximum, tu vois, en haute montagne, j'ai l'impression qu'il a ce fameux plafond de verre dont on parle souvent dans ces podcasts, on a fait beaucoup d'équipes et je pense qu'Almeida, on a du mal à le voir encore progresser, tu vois ce que je veux dire? On a l'impression qu'il a l'équipe maintenant autour de lui pour faire des bons résultats, mais est-ce que lui en tant que coureur, il peut aller au-dessus encore en termes de niveau? J'ai un gros doute. Moi je pense qu'il peut accrocher un Giro João Almeida parce qu'il a ce profil moins puncher que Tadej Pogačar, mais qui a une grosse capacité à rouler, à passer des cols roulants comme peuvent l'être certains cols du Giro. Et c'est là d'ailleurs sur le Tour d'Italie qui s'était révélé aussi sous le maillot de la Deceuninck Quick-Step. Ça lui évalue le surnom de João Overperformed Almeida. Voilà, je l'ai retrouvé, c'était pas overrated. Ça veut d'ailleurs tout dire, overperformed, il avait surperformé quand même à cette époque-là. João Almeida, il a cette grosse capacité, cette grosse caisse pour rouler quand même. Ouais, c'est vrai. Après, c'est comme équipier même d'un Pogačar, ça peut être super intéressant. Le jour où Pogačar dit je veux en gros l'armada avec moi, tu prends Almeida avec lui pour l'emmener, tu sais, pour en équipier de luxe, un peu comme Chris Froome à l'époque avec Bradley Wiggins. Ça peut faire très très mal. Après, je sais pas si ce serait utile en termes de points, en termes de cohérence, mais si un jour Pogačar demande, je pense qu'il aura ça. Autre coureur qui nous a bluffé quand même dans cette saison 2022 à la UAE,
Ben, c'est un petit peu la troisième cartouche sur les courses par étapes, c'est Juan Ayuso qui avait 19 ans la saison dernière. Sur la Vuelta, il termine 3e d'une régularité folle. Il a prouvé qu'il pouvait tenir, malgré son très jeune âge, les 3 semaines de course. Tu penses que cette Vuelta, c'est un peu le déclic dans cette carrière, comme finalement pour Tadej Pogačar, ça a été aussi le cas pour la Vuelta, je crois que c'était la Vuelta 2019, oui c'est ça, 2019 où il termine aussi 3e. Alors le déclic, je ne sais pas, en tout cas c'est le déclic peut-être par rapport à son équipe de montrer que Juan Ayuso, tu peux compter sur lui déjà à 20 ans, on rappelle qu'il n'a que 20 ans pour être un leader sur un classement général d'un grand tour. C'est ça qui est quand même bluffant. Parce qu'après, si tu regardes la saison, c'est hyper cohérent aussi. C'est comme Almeida. Il fait 5e au Tour de Catalogne. Il fait 2e à mon très préféré beau Trofeo di Laigueglia. Et puis, tu vois, il a quand même fait des bons petits résultats. 4e en Romandie. Comment ? 4e au Tour de Romandie. Ah oui, 4e au Romandie, tout à fait. Après, bon, il finit pas le Dauphiné. Mais en fin de compte, voilà, il a peut-être prouvé à son équipe qu'on pouvait compter sur lui. Mais après, par rapport à ce qu'on attend de lui, on a l'impression, voilà, ça fait quand même 1 an qu'on en parle, même quelques années pour celles et ceux qui suivent vraiment les espoirs. Ayuso confirme pour l'instant tout son potentiel. Reste à savoir jusqu'où il peut aller. Et c'est vrai qu'en fin de compte, cette Vuelta est un peu particulière. Il faut voir, tu sais, dans on va dire un grand tour, il y a beaucoup de chronos, ou peut-être il y a plus de hautes montagnes, ou peut-être, je sais pas, tu vois. En tant que leader, il l'a pas vraiment fait, puisque la Vuelta, on avait l'impression que c'était, alors je vais pas dire le leader par défaut, mais c'était un peu, voilà, si ça se passe bien, bah c'est lui. Tu vois ce que je veux dire ? C'était un peu, si Almeida en difficulté, ce sera Ayuso. Et en fin de compte, il a pris le leadership. Juan Ayuso qui, la saison précédente, en 2021, pour ses premiers mois en tant que professionnel, avait notamment terminé premier. Il avait remporté le Baby Giro, alors qu'il était, c'était sa dernière course sous les couleurs de la Colpac, qui est une très belle équipe qui forme les espoirs en continental, la Colpac, l'équipe italienne. Juan Ayuso, finalement, la UE, ils prennent leur temps aussi avec lui, parce qu'ils le mettent plus sur le calendrier espagnol, qui correspond bien. C'est un très bon puncher, Juan Ayuso aussi. Ils prennent leur temps avec lui, ils le mettent plus sur la Vuelta, le calendrier Vuelta espagnol. Oh, c'est normal. Attends, en plus, il n'a que 20 ans. Il faut peut-être pas le griller à l'envoyer sur toutes les courses. Surtout qu'en plus, t'as Pogačar aussi, qui lui, il veut faire tout. Tu vois, t'as l'impression qu'il veut faire les Flandriennes, les Ardennaises, le Tour de France. Donc au final, il reste plus beaucoup de place malgré tout. Parce que si Ayuso va sur une course avec Pogačar, qui est ton leader ? Parce que malgré tout, alors, s'il y a un souci technique parfait pour UAE qui aurait 2 cartouches, mais en fin de compte, Ayuso va devoir rouler pour Pogačar et c'est peut-être pas ça qu'ils recherchent non plus. Peut-être qu'ils veulent aussi lui montrer que ils comptent sur lui et que sur les courses d'une semaine, sur certains grands tours, c'est lui le leader et ce sera ça, je pense, cette saison encore une fois. Ouais, parce qu'on voit Juan Ayuso qui est notamment annoncé cette année sur le Tour de Catalogne, le Tour du Pays Basque, l'Amstel et la Flèche. Là, on va voir l'Amstel et la Flèche. Normalement, Tadej Pogačar devrait y être également. Donc à voir, Juan Ayuso, c'est aussi une très belle cartouche pour la UAE. Bon, on vient de parler des satisfactions de la team UAE lors de la saison 2022. On va rentrer dans ce qui a un petit peu été plus compliqué pour ce qui est un peu plus compliqué pour la UE Team la saison dernière. Si je te dis Brandon McNulty, Marc Hirschi, Diego Ulissi, pour toi ça t'évoque plutôt le côté déception? C'est compliqué à dire des déceptions parce qu'à chaque fois ils accompagnent quand même un gros leader et j'ai l'impression que la hiérarchie est un peu très cadrée chez UAE, tu vois. Je sais pas s'ils ont beaucoup de liberté ces coureurs là. Déçus, oui, forcément par leurs résultats. Malgré tout, après Diego Ulissi, bon, il remporte une étape autour du Limousin, tiens, au passage. Oui. Mais il remporte quand même quelques courses. Après, Brandon McNulty aussi, je crois qu'il remporte la Classique Ardèche, si mes souvenirs sont bons, l'année passée. Il remporte une étape à Paris-Nice. J'arrive pas à me dire que je suis déçu. On va dire que c'est correct. C'est pas dingue, c'est pas nul, mais c'est correct. Après, ce sont des coureurs plutôt profil puncher qui peuvent aussi avoir leur place. Marc Hirschi, bon, on a l'impression finalement que Marc Hirschi s'est jamais réellement remis de cette saison 2020 où il avait explosé à l'époque à la Sunweb. Il est arrivé à la UAE Team et tu as l'impression finalement qu'il se noie un petit peu dans ce collectif de la team UAE, ou en tout cas il n'arrive pas à exprimer son plein potentiel. Après, tu as une grosse pression pour Marc Hirschi parce que à l'époque, on se rappelle, il fait un Tour de France exceptionnel, le Tour de France qui avait eu lieu en fin d'année à cause du Covid, mais
il sort d'un Tour de France exceptionnel, d'un Liège-Bastogne-Liège exceptionnel. Il remporte la Flèche à ce moment-là aussi, et il part de son équipe. Alors c'est pas DSM à l'époque, c'est déjà DSM. Alors c'était Sunweb, qui est devenu DSM à l'hiver 2020-2021, ouais. Et il quitte la Sunweb le 5 janvier. Ouais, c'est ça. Et ce qui était très curieux, il y a eu des rumeurs de dopage, hein, on va pas le nier. Hein, il y a eu beaucoup d'articles écrits dessus. Ça n'a jamais été confirmé en tout cas. Il est passé d'un très bas salaire à un salaire énorme. Voilà. Je pense qu'il a pas tout digéré, il a mis du temps à revenir, et là, tout doucement, ça revient. On voit qu'il a fait une belle fin de saison. Il remporte la classique Veneto. Alors j'avoue, je sais pas quelle ville c'est, mais c'est pas Venise, non, je dirais une bêtise. Non, la Veneto classique, c'est où il y a un petit peu de gravel aussi. Oui, à la fin, c'est départ à Trévise, arrivé à Bassano del Grappa. Merci Guillaume, toujours très fort en géographie. Mais en tout cas, tu vois, voilà, Marc Hirschi revient doucement. Il a remporté 2 victoires en fin de saison. Voilà, je pense qu'on va voir peut-être en 2023 un autre Marc Hirschi, mais ça fait encore une cartouche supplémentaire. Et ça fait pas beaucoup de place pour être leader dans cette équipe, quoi. Bah après, on voit des profils passe-partout. Quand je te dis Ulissi, McNulty et Hirschi, ce sont des profils passe-partout qui peuvent briller sur le calendrier un peu secondaire de la UAE. Et au final, ils n'ont pas claqué les victoires qu'on attendait d'eux. Ouais, oui, bah je sais pas ce que tu attends. Alors oui, mais Hirschi, je suis totalement d'accord avec toi par rapport à quand il est arrivé, le profil. Pour un McNulty, moi je le vois plus comme quelqu'un qui accompagne un leader comme Pogačar, et pour Ulissi, c'est un peu pareil. C'est un peu un lieutenant, un peu à la Katowski chez Ineos, dans le même genre, style en fait, tu vois, vraiment. Donc non, je suis pas déçu par ces coureurs, moi. En tout cas, personnellement, peut-être un peu Hirschi, mais les autres, non. Bon, après, là, par contre, je pense que tu vas être déçu par ces coureurs-là, parce que c'est un peu les coéquipiers qui ont fait défaut à Tadej Pogačar sur le Tour de France, des coureurs comme Marc Soler, Rui Costa, Davide Formolo, Alessandro Covi. Bon, ils étaient peut-être pas tous sur le Tour de France avec Tadej Pogačar, mais ce sont ces équipiers-là qui ont fait défaut quand même à cette équipe, et on en attend beaucoup plus de ces mecs-là. On en attendait beaucoup plus. Ah oui, c'est clair. Bah, de toute façon, on va dire que Pogačar a perdu son Tour de France parce que Vingegaard était plus fort, oui, mais aussi parce qu'il avait une équipe qui n'était pas à la hauteur. Donc, accompagné par Georges Bennett, Maeshka, McNulty, Soler, Hirschi, enfin, je donne les grimpeurs, enfin, le profil plus grimpeur, c'est pas normal de se faire avoir comme ils se sont fait avoir. Voilà, ils étaient pas au niveau, c'est clair. Moi, je suis très déçu, notamment d'un Marc Soler, mais en même temps, bon, c'est difficile pour lui. J'ai l'impression que il avait quand même plus de responsabilités chez Movistar. Là, il se retrouve dans un train. C'est toujours particulier, je pense, pour des coureurs d'arriver comme ça et de devenir équipier. Donc, ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, le recrutement a l'air prometteur, mais oui, effectivement, eux, ce sont des grosses déceptions. Ouais, Marc Soler qui n'a jamais réellement, lui, justifier un peu les espoirs placés en lui quand il est arrivé au tout début de sa carrière en professionnel, et maintenant les années passent pour lui et on se rend compte qu'il est beaucoup plus maintenant dans un tempérament offensif à prendre les coups ou alors à accompagner ses leaders. Bon, avant de passer au transfert très rapidement, il y a quand même des sprinters. Il y a eu quand même des sprinters dans cette équipe UAE en 2022. Ackermann, Trentin, Gaviria, Molano qui a notamment claqué la dernière étape de la Vuelta au sprint à Madrid. Quelle place pour le sprint à la team UAE? Ces mecs-là, ils doivent se débrouiller un peu tout seuls quand même, quand tu as notamment une équipe comme la UAE qui est construite autour de Pogačar sur les grands tours, de Ayuso, d'Almeida. Oui, c'est totalement ça, t'as raison, c'est qu'en fait c'est clairement pas leur priorité, mais il faut un sprinter pour essayer d'avoir des points, ou pourquoi pas sur un malentendu gagné. Quand tu vois des coureurs comme même Fernando Gaviria l'année passée, c'est un peu frustrant de se dire que ces gens-là ils sont pas bien lancés parce que c'est quand même des sprinters magnifiques. Et voilà quoi, donc moi je suis un peu comme de ton avis quoi, c'est vraiment pas la priorité et c'est pas grave, c'est pas notre problème. Vous savez bien ce qu'on veut faire, c'est gagner les grands tours et pas les sprints. Ouais, des sprinters qui ont quand même rapporté quelques points, Trentin, Gaviria, Ackermann. Là, on a des coureurs qui, Gaviria, Ackermann rapportent à peu près 500 points à l'année, Trentin pratiquement 800 points sur la saison, Molano pratiquement à 350-400 points. C'est pas rien pour une équipe comme la UE, je pense que ça leur suffit. On va passer au transfert de l'hiver à la team UAE avec 8 départs, 7 arrivées. Les 8 départs, Rui Costa à l'Intermarché, Fernando Gaviria, on vient d'en parler, qui part à la Movistar, Maximiano Richese qui a failli gagner sur le Tour de San Luis avec le maillot de l'équipe d'Argentine, et Mirza qui prennent leur retraite, Richese qui prendra sa retraite après le Tour de San Luis, Joel Souter qui part à la Tudor, Ardila à la Burgos, et Alexis Brunel qui est parti dans une équipe martiniquaise au Lamentin, et puis Oscar Troya qui n'a pas été renouvelé, qui est toujours sans contrat. Les 7 arrivés, Adam Yates qui arrive de la Ineos, Timo Wellens de la Lotto, Jevine et Bax qui arrive de la Alpecin de Koenig, Félix Groschartner de la Bora, Domen Novak de la Bahreïn et Vink de la Bolton, néo-zélandais. Bon, là,
sincèrement, simplement, on a renouvelé un peu l'effectif, mais c'est surtout l'objectif est de densifier un peu les soutiens autour des grands leaders, notamment Tadej Pogačar. Ah bah clairement, hein, le choix était vite fait. Hein. Gaviria, merci pour les quelques sprints et au revoir. Et puis bonjour à des coureurs comme Jay Vine, Gross Archner, Wellens et Yates. Franchement, quand tu vois ça, le train, il est quand même magnifique parce que en termes de puissance, en termes de profil, ils ont un peu tout. Un Tim Wellens peut se glisser dans une échappée pour t'aider. Adam Yates, c'est quand même du haut niveau mondial. Après, voilà, c'est à quel point il aura une place parce qu'au final, on a fait le tour tout à l'heure, mais entre Ayuso, Almeida, Yates et Pogačar, t'as potentiellement 4 leaders, quoi. Et il y a que 3 grands tours dans l'année. Donc voilà. Et puis Jay Vine, qui pour l'instant fait déjà un début de saison magnifique avec le Tour Down Under qu'il a remporté. Voilà, Jay Vine, c'est un moteur, c'est une moto, quoi. C'est vraiment ce gars, tu vois comment quand il démarre, c'est impressionnant en montagne. Donc voilà. Moi, franchement, je suis impatient de voir ça parce qu'il a vraiment un train très très beau à voir, en tout cas sur le papier. Et on se posait la question pour Jay Vine, mais pourquoi il part à la UAE? Alors c'est marrant parce qu'on en parlait dans le podcast spécial Alpecin-Deceuninck avec Étienne. On se disait, mais Jay Vine, il part parce qu'il a un gros salaire qui lui arrive, c'est une grosse opportunité pour sa carrière, il a claqué 2 étapes sur la Vuelta avec l'Alpecin, allez hop, il vient s'enfermer à la UAE et il remporte directement le Tour Down Under en étant quand même, il faut le dire, assez impressionnant dans sa capacité à tenir les attaques, à rouler, à notamment contenir les attaques de Simon Yates dans la dernière étape du Tour Down Under. On va passer à 2023 à la Team AE FP. Bon, on peut le dire, c'est l'année de la revanche pour Pogačar. Quand je dis la revanche, c'est notamment sur le Tour de France. Oui, pour résumer, puis c'est d'avoir quand même des gros résultats sur les grands tours, parce que mine de rien, bon, ils ont les résultats sur la Vuelta, mais Tour de France, ils le perdent. Alors même si, voilà, il est deuxième du Tour de France, il a quand même perdu, et c'est ça qui est le plus dur pour lui. Et faire un meilleur Giro que l'année passée, même si évidemment l'abandon d'Almeida y est pour beaucoup. Mais en tout cas, voilà, remporter un monument flandrien, en tout cas pour Pogačar, un grand tour, récupérer le Tour de France, et faire un meilleur résultat sur le Giro. Et le reste, je pense qu'ils arrivent à faire pareil que cette année, enfin 2022, ils auront fait une saison réussie. Sur la campagne des Flandriennes, ça sera aussi Pogačar le leader, parce qu'il recrute un Tim Wellens qui est capable aussi de performer, un Marc Hirschi, un Matteo Trentin qui sont capables de performer sur des pavés. Mais Tadej Pogačar, ça sera lui aussi leader. De toute façon, quoi qu'il arrive, même sur les pavés, quand il se présente sur une course, il est le leader de l'équipe. Il est le leader de l'équipe, oui. Ça va être lui, Pogačar. Je vois pas qui ça peut être d'autre. Alors même si Wellens, oui, effectivement, il a des facilités sur ce type de campagne, mais là, non, c'est Pogačar. De toute façon, Pogačar, il a tellement une revanche à prendre, et puis je pense que c'est tellement le leader incontesté qui dit je veux faire cette course. T'es sûr, Tadej? Oui, c'est ça, c'est tout. Je pense qu'il y a même pas de discussion, et c'est tout, quoi. Sur le Tour des Flandres, il a le moyen de le gagner. Alors, largement. De toute façon, on l'a vu l'année passée. Quand tu vois la course, tu te dis comment il la perd déjà. Donc en fin de compte, il n'y a plus qu'à faire la même course et espérer que Madouas le gicle sur la fin. On verra ça au Tour des Flandres, ronde 2, qui se déroulera cette saison le 2 avril. On parle de Pogačar sur le Tour de France, mais il y aura aussi Joao Almeida sur le Giro et Juan Ayuso sur la Vuelta. On parle aussi du recrutement d'Adam Yates, on verra ça plus tard. Mais finalement, c'est à chacun son tour. On a ciblé en 2022 les points forts un peu, et ces coureurs sont parmi les points forts. On va miser sur eux et renforcer un peu les attentes qu'on place en eux pour cette saison 2023. Et j'ai même envie de te dire, malgré la concurrence, ces trois-là peuvent viser la victoire finale dans les grands tours auxquels ils participent. A priori, oui. Mais après, encore une fois, il va falloir voir comment ils vont être accompagnés. Est-ce que vraiment tous les gros leaders qui ont été recrutés, enfin les gros coureurs qui ont été recrutés cet été, c'est que pour Pogačar? Oui, ils peuvent aider Almeida et Ayuso aussi et sur la Vuelta. Ce sera à voir comment ils vont organiser les équipes. Mais ça va être assez intéressant à voir. Et UAE, encore une fois, fait office de mastodonte dans les courses par étapes. Après, pour toi, quand tu vois notamment Joao Almeida, je vais cibler lui dans un premier temps. Joao Almeida, quand tu vois la concurrence qui est annoncé sur le Giro, tu penses qu'il est en capacité de remporter le Giro, de faire podium au minimum et de le remporter? Moi, je crois pas. Mais après, c'est mon avis. Almeida, moi, je te dis, il a un plafond de verse en haute montagne qui va peut-être pas franchir. C'est clairement mon avis. Après, à lui de me faire mentir. Mais moi, je vois pas Almeida remporter un grand tour un jour, en tout cas. Faire top 3, pourquoi pas, mais remporter, non. Face à Evenepoel, Vlasov, face à Roglic, Thomas,
ça va être compliqué quand même. Ah, c'est ça, c'est pour ça, c'est vraiment la concurrence qui est beaucoup plus forte que lui. Moi, je vois Evenepoel meilleur que lui déjà, par exemple. Vlasov aussi, donc non, c'est pour moi, Almeida, top 5, oui, top 3, pourquoi pas. Victoire, non. Juan Ayuso, pour toi, est-ce qu'on attend de lui une confirmation immédiate cette saison? Lui qui a annoncé notamment sur la Vuelta, où sont aussi annoncés sur la Vuelta un Carapaz, un Higuita, un Roglic, un Almeida qui devrait doubler aussi sur la Vuelta. Tu penses que c'est l'heure de la confirmation? Ou à 20 ans, il faut être encore un peu plus patient avec lui? Non, moi je trouve que Ayuso, il a déjà un peu confirmé les attentes qu'on espérait quand même, parce que mine de rien, il fait une Vuelta exceptionnelle l'an passé. Alors oui, il faut confirmer la saison précédente toujours, mais moi j'ai envie de le voir sur d'autres terrains aussi, tu vois. J'ai envie de voir ce qu'il peut donner sur un Liège, j'ai envie de voir ce qu'il peut donner sur un Giro, un Tour de France. Bon, c'est pas parti pour être le cas cette année, mais en tout cas, voilà, Ayuso, je veux le voir ailleurs que chez lui en Espagne. Mais après, voilà, à lui de me montrer que sur une course, en tout cas une ardennaise, il est capable de faire un top 3 ou en tout cas de peser sur la course. On verra, il est notamment annoncé en dehors du calendrier espagnol sur l'Amstel, la Flèche et le Tour de Suisse. Peut-être le Tour de Suisse, il vient de faire 4e l'année dernière du Tour de Romandie. Bon, à voir Juan Ayuso, mais c'est un talent brut dans cette équipe UAE et il performera à coup sûr. FP, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette grande présentation de la team UAE. Bon, ça y est, plus qu'un épisode pour terminer ces grandes présentations. Et on finit par le plus dur, c'est ça qui va être compliqué. Pour toi, ouais, parce que forcément c'est la Jumbo, c'est ton équipe préférée. Allez, à demain. Ciao. Allez, à demain, ciao.